L'œil demeura fixe, immense, saturant son champ de vision. Il avait l'impression qu'il battait au rythme de son propre cœur, comme si leur cadence s'était fusionnée. Puis vint la première vibration. Pas un son, pas une parole. Une onde traversant sa chair, son crâne, jusqu'à ses pensées les plus profondes. Chaque souvenir qu'il avait, chaque image de sa vie, fut effleurée par cette présence, comme si l'entité feuilletait un livre écrit en lui. Il tenta de détourner l'esprit, de résister. Mais la voix intérieure, glaciale et souveraine, se fit entendre. « Pourquoi caches-tu ce que tu es déjà? Tu as été forgé pour nous. » L'oubli n'était qu'un intervalle. Des visions éclatèrent. Il se vit enfant, mais pas dans son enfance réelle. Une version étrangère, placé dans des corridors de chair, nourri par des voix qu'il ne comprenait pas. Il se vit marcher dans des villes inconnues, les yeux vides, guidé par des fils invisibles. Puis il se vit ici, agenouillé, comme s'il avait répété ce moment d'innombrables fois. Dans d'autres vies, sous d'autres noms, ses lèvres tremblèrent. Il voulut répondre, mais aucun mot ne lui appartenait. La cathédrale parla à travers lui, sa voix déchirant sa gorge. « Nous ne sommes pas sortis du sommeil. C'est toi qui es revenu en nous. » Il comprit alors, ce n'était pas une rencontre, c'était une réintégration. La transformation ne débuta pas brutalement. Elle s'installa comme une marée sourde, avançant sans qu'il puisse en mesurer l'ampleur. Ses mains furent les premières à trahir le changement. La peau perdit sa consistance humaine, devenant translucide, parcourue de veines luminescentes qui pulsaient à contretemps du sang. Chaque doigt s'allongea imperceptiblement, comme s'il s'ajustait à une fonction encore inconnue. Puis vint le torse. Ses côtes se soulevèrent, se déployèrent comme les branches d'un autel. On aurait dit que son corps s'ouvrait pour laisser place à une chambre intérieure. Il n'y avait pas de douleur, seulement une sensation d'expansion, d'une place qui n'était plus à lui, mais à l'autre. Dans son crâne, la pression augmenta, non pas comme une migraine, mais comme si un espace caché s'élargissait pour accueillir une pensée étrangère. Des éclats de mémoire se mélangèrent aux siennes, des paysages qu'il n'avait jamais vus, des langues qu'il n'avait jamais parlées, des batailles qui ne figuraient dans aucun livre humain. C'était un flot incessant, un héritage qu'il n'avait pas choisi. Et au milieu de ce tumulte, l'œil s'imposa encore, gravant une phrase dans son esprit. « Tu ne seras plus un nom, tu seras une fonction. Une bouche, une main, un pont. » Alors il comprit avec une froideur implacable. Il n'était plus le témoin de l'éveil. Il en devenait l'organe premier. La cathédrale respirait. Chaque paroi, chaque pilier, vibrait dans une lente pulsation, comme si les murs s'étaient transformés en poumons. Une brume dense, presque lactée, descendait des hauteurs de la nef et se rassemblait autour de lui. Il n'avait plus besoin de bouger pour être vu. L'air lui-même portait son image, dans toutes les directions. Alors ils vinrent, des silhouettes couvertes de robes tissées de fibres organiques, semblables à des racines pétrifiées. Leurs visages étaient marqués de cicatrices en forme de cercles concentriques, comme si leur peau avait été brûlée par un sceau invisible. Ils avançaient lentement, en silence, leurs pas résonnant comme une prière rythmique. L'un d'eux, plus âgé, s'écroula le premier, non par faiblesse, mais par soumission. Il posa son front contre la chair du sol et murmura d'une voix rauque. L'organe est descendu. La voix a pris forme. Nous ne sommes plus en attente. Alors, tous suivirent. Une marée de corps s'agenouilla devant lui, formant un cercle parfait, comme s'ils connaissaient déjà la géométrie de son existence. Leurs respirations se synchronisèrent, créant un souffle collectif, un vent qui s'élevait vers la voûte charnelle de l'édifice. Il comprit alors que la cathédrale n'était pas un lieu, c'était un corps. Et eux n'étaient pas des fidèles, ils étaient les cellules. Lui désormais était le noyau. Et dans le silence sacré, la phrase tomba, prononcée par toutes les voix à l'unisson. « Guide-nous, organe premier ». Le silence s'épaissit, saturé par l'attente. Tous les fidèles, prosternés, retenaient leur souffle. Il sentit la pression monter dans sa gorge, comme si une main intérieure serrait ses cordes vocales pour les plier à une autre volonté. Alors, il parla. Mais ce ne fut pas sa voix. Ce fut un son grave, liquide, résonnant comme s'il provenait des profondeurs de la pierre et de la chair de la cathédrale. Une voix multiple, composée de 1000 inflexions superposées, chaque mot vibrant dans l'air comme une onde organique. Vous respirez par moi. Vous n'êtes que mes alvéoles. Je suis la cage qui s'ouvre. Je suis le souffle qui s'étend. À mesure que la voix s'élevait, les fidèles se contorsionnaient, frappés de convulsions extatiques. Certains se mirent à rire d'un rire brisé, d'autres à pleurer, jusqu'à se vider de leurs larmes. Le sol, lui, palpita comme une membrane vivante, rythmée par ces mots. Il tenta un instant de reprendre le contrôle, d'imposer sa vraie voix, son vrai nom, mais il n'y eut qu'un écho, noyé aussitôt par cette force qui parlait à travers lui.
Il comprit qu'il n'était pas seulement le porteur, il était le conduit. Et dans ce mélange atroce de perte et d'élévation, il sut qu'il venait d'être placé à la croisée des souffles, ni homme, ni Dieu, mais instrument respirant de l'entité. À l'intérieur de lui, tout était brisé. Ce n'était plus un esprit unique, mais une salle aux parois craquelées, envahie de fissures lumineuses. Chaque fracture laissait passer un souffle, une brume chaude, qui s'infiltrait dans ses pensées et les remodelait. Il vit son propre visage, suspendu dans l'air comme un miroir liquide. Mais ce visage changeait sans cesse, parfois son reflet, parfois celui d'un étranger, parfois une masse sans trait, qui s'ouvrait et se refermait comme une plaie respirante. Dans ce théâtre intérieur, une voix lui chuchota, pas la même que celle qui parlait à travers sa bouche, mais une nuance plus intime, presque tendre. Résiste si tu veux. Résister, c'est encore me nourrir. Tu crois me contenir, mais tu n'es qu'une trame. J'imprime mon souffle dans tes veines. Et tôt ou tard, tu parleras sans moi, mais en moi. Il essaya d'assembler un souvenir. Le goût d'un repas, le parfum de la pluie, le rire d'une femme. Mais chaque souvenir se gonflait, se déformait, jusqu'à se confondre avec l'image du cœur battant, immense et souverain. Son esprit n'était plus un refuge. Il devenait une chambre d'écho, résonnant de pulsations qui n'étaient pas les siennes. Et au plus profond de ce vertige, il comprit qu'il n'était plus question de survie. Il s'agissait de savoir combien de lui-même resterait encore distinct dans l'océan de l'autre. La cathédrale réagit avant même qu'il ne bouge. Ses parois se contractèrent dans un frisson, comme une bête qui reconnaît son sang. Des filets de lymphe glissèrent le long des colonnes de chair, se rejoignant dans les creux où les fidèles attendaient, la bouche ouverte, pour en recueillir chaque goutte. Un silence épais recouvrit la nef. Puis, en un seul mouvement, les silhouettes s'agenouillèrent, front contre le sol palpitant. Leur respiration s'accorda avec celle du cœur, lente, profonde, irrésistible. Les yeux se tournèrent vers lui. Certains étaient noyés de larmes, d'autres révulsés, mais tous fixés à sa présence avec la même ferveur animale. Ils ne le regardaient pas comme un homme, mais comme l'émanation du cœur, son messager ou peut-être son prolongement. Alors les chants commencèrent, pas des paroles claires, mais une vibration gutturale, circulaire, où chaque gorge s'accordait aux autres. Un cercle sonore qui enveloppait son corps et résonnait jusque dans ses os. Il sentit la cathédrale répondre à ses voix. Les murs tremblaient doucement, le sol pulsait sous ses pieds, et même l'air vibrait comme une membrane tendue. Ce n'était plus un bâtiment, c'était une liturgie vivante, et lui se trouvait en son centre, un centre qu'il n'avait jamais choisi. La révélation ne vint pas comme une pensée, mais comme une injonction gravée. Chaque battement du cœur cognait dans son crâne, effaçant toute autre idée, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une seule, claire, inéluctable. Il n'était pas un invité, il n'était pas une victime, il était l'organe manquant. La cathédrale vivait, mais elle n'était pas complète. Elle avait ses murs, ses artères, ses veines, son cœur colossal, mais il lui manquait une bouche, une voix incarnée, une conscience qui pouvait se lever et agir dans le monde extérieur. Et cette conscience, c'était lui. Les fidèles se mirent à avancer à genoux, rampant jusqu'à ses pieds. Leurs mains tremblaient lorsqu'elles touchaient le sol suintant de lymphe, puis elles se tendaient vers lui comme vers une source inaccessible. Il sentit leur dépendance, leur soif maladive d'être guidé. Il comprit que la cathédrale n'attendait pas qu'il prie, elle attendait qu'il commande, qu'il prenne la foule, qu'il les façonne comme elle l'avait façonné lui, qu'il devienne son prolongement sur terre, le sacerdoce vivant, la parole du cœur. Et dans cette certitude, il sentit quelque chose se refermer en lui. Un passage s'était clos, il n'y avait plus de retour. La voix tomba sur lui comme une marée noire. Pas un murmure, pas un ordre crié, un poids absolu, irrésistible. Son esprit se plia, et dans l'instant il sut ce qu'il devait accomplir. Un nom précis résonna en lui, celui d'un homme qui vivait à l'extérieur, loin de la cathédrale, un inconnu pour lui, mais pas pour elle. Cet homme était une fracture, une dissonance, une cellule malade dans le grand corps que l'entité voulait restaurer. La mission était simple, brutale, irréfutable. Ramène-le! Ou bien efface-le. Il sentit les fidèles frémir. Ils n'avaient pas entendu les mots, mais ils savaient. Leurs yeux brillaient d'une ferveur maladive, attendant qu'il lève la main, qu'il désigne la voix. Le cœur battit plus fort, comme pour sceller le pacte. Et dans ce battement, il perçut une vérité glaçante. L'homme qu'il devait retrouver était déjà lié à lui, comme si, quelque part dans le passé, leur vie avait partagé la même racine. La page s'ouvrit sur un souvenir qu'il n'avait pas convoqué, une image ancienne, déformée par le temps, un visage, celui d'un frère, pas un frère de sang, mais un frère d'enfance, un compagnon disparu, effacé par les années et l'oubli.
Ils avaient grandi côte à côte, puis la vie les avait séparés, arrachés l'un à l'autre comme deux branches brisées. Et voilà que la cathédrale prononçait son nom avec la froideur d'un verdict. Cet homme, ce frère, n'était plus le même. Dans le monde extérieur, il s'était élevé, avait bâti une vie, des liens, des disciples à lui aussi. Mais au lieu d'honorer l'ordre organique, il prêchait une autre voie, celle de l'autonomie, du refus de toute entité supérieure. Un ferment de révolte, un poison pour l'équilibre que la cathédrale voulait imposer. Alors le dilemme s'imposa, tranchant comme une lame, le ramener, l'assimiler, le plier à la pulsation du cœur. Ou le détruire, l'effacer comme une anomalie. Et dans ce dilemme, la cathédrale ne laissait aucune place à l'hésitation. Lui seul devait décider. La brume s'accrochait autour comme une main hésitant à lâcher prise. En bas, dans les entrailles de Néraïs, l'air avait ce goût métallique qu'on n'oubliait jamais, même dans les rêves. Kaeli Dravne marchait seul, les pas étouffés par les pavés humides, son manteau noir cendré frôlant les murs couverts de moisissures. Les rares passants évitaient son regard, comme s'il craignait que ses yeux arrachent quelque chose de précieux à l'intérieur de leur crâne. Le cercle fracturé peint dans son dos n'était pas un emblème qu'on portait à découvert dans cette partie de la ville. Ici, les symboles avaient le pouvoir de tuer, parfois plus vite qu'une balle. Il leva les yeux vers les hauteurs. Au-dessus de la brume, des passerelles dorées reliaient les quartiers supérieurs, là où la lumière du soleil n'était pas filtrée par les fumées d'usines. Là-haut, les implants de « mémoire civique » pulsaient doucement dans la nuque des habitants, des éclats bleus comme des lucioles domestiquées, des souvenirs certifiés, calibrés, contrôlés. Aucun mensonge possible, du moins, officiellement. Kaeli se souvenait de l'époque où il croyait à ce système. Archiviste de la cour, il avait passé des années à classer, purifier et graver les récits officiels. Mais cette croyance avait été brisée le jour où Velerkor, son mentor, lui avait demandé de réécrire toute une décennie de l'histoire, non pas pour corriger une erreur, mais pour effacer une vérité. Ce jour-là, Kaeli avait appris que la vérité n'était pas un rempart, mais une arme, et qu'elle ne survivait que tant que quelqu'un acceptait d'en porter le fardeau. Il s'arrêta devant une vitrine éteinte, observant son propre reflet morcelé par les fissures du verre. Le masque qu'il portait sur la moitié inférieure du visage laissait passer son souffle, discret et régulier. Derrière ses yeux, il y avait ce vide particulier des hommes qui savent qu'ils ont déjà oublié trop de choses pour se faire confiance. Chaque fois qu'il modifiait la mémoire de quelqu'un, un souvenir personnel disparaissait, un prix que peu comprenaient et que lui seul continuait de payer. Un bruit léger attira son attention. Dans la ruelle adjacente, deux silhouettes avançaient, épaules lourdes, pas synchronisées, des effaceurs. Kaelis les connaissait trop bien, agents sans visage chargés de faire disparaître non pas les corps, mais les souvenirs gênants. Il glissa une main dans la poche intérieure de son manteau, effleurant un petit cylindre de verre contenant une lumière trouble. Une mémoire capturée, la dernière d'un témoin encore vivant, pour le moment. Les effaceurs passèrent près de lui sans ralentir, mais il sentit leurs regards invisibles glisser sur le cercle fracturé dans son dos. Pas besoin de mots. Dans cette ville, les silences avaient la densité des menaces. Kaelis reprit sa marche. Au loin, une rumeur montait, celle du quartier zéro. Un lieu hors du contrôle de la cour, où aucun implant ne fonctionnait. Un territoire de vérité brute, imprévisible, dangereuse. C'était là qu'il devait aller. Non pas pour fuir, mais pour comprendre. Parce qu'un souvenir récent lui collait à la peau, acide et froid, une scène de son propre passé, parfaitement claire. Mais qu'il savait n'avoir jamais vécu. Et si quelqu'un d'autre, quelque part, possédait le même don que lui? Et si ce quelqu'un travaillait pour Velerkor? Le bureau des archives se dressait comme un monolithe d'obsidienne, sa façade lisse reflétant les lumières dorées des passerelles supérieures. On disait que les murs absorbaient les voix, que toute parole prononcée ici restait prisonnière, empilée quelque part entre les strates du bâtiment, prête à être réutilisée contre son propriétaire. Kaelis franchit l'entrée sans ralentir. Les gardes le laissèrent passer, pas par respect, mais parce qu'ils ne savaient pas s'il avait le droit de l'arrêter. Ses empreintes, ses identifiants, tout disait qu'il n'existait plus officiellement. Et dans une ville où seul ce qui est certifié existe, c'était presque une forme d'immortalité. L'ascenseur monta dans un silence qui ressemblait à un piège.
Aux étages supérieurs, le parfum artificiel des couloirs remplaça l'odeur de métal humide. Ici, le sol était si lisse que ses pas semblaient flotter. Il trouva Vélor corps dans son bureau, tourné vers la vitre immense qui donnait sur la ville. De dos, on aurait pu le confondre avec une sculpture. Large carrure, mains jointes derrière lui, manteau long au pli parfait. Le cercle fracturé était brodé en fil d'or sur son épaule droite. Mais contrairement à celui de Kaelis, le sien n'évoquait pas la blessure. Il était net, maîtrisé, presque beau. « Tu es revenu » dit-il sans se retourner. Sa voix avait la chaleur qu'on donnait aux enfants perdus qu'on vient de retrouver. Kaelis resta debout, à bonne distance. « J'ai trouvé quelque chose. Tu trouves toujours quelque chose ?» Le magistrat pivota lentement, ses yeux fixant Kaelis avec ce mélange d'orgueil et de déception qui avait toujours été sa signature. « Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est, cette fois ?» Kaelis sortit le cylindre de verre de sa poche et le posa sur le bureau. La lumière trouble à l'intérieur pulsait comme un cœur malade. Un souvenir, pur, non altéré, et il contredit une version officielle que toi-même as validée. Vélor ne toucha pas l'objet. Tu continues à confondre vérité et utilité, Kaelis. Et toi, tu continues à croire que l'une doit mourir pour que l'autre vive. Un silence s'installa. Au dehors, on devinait les mouvements infimes des plateformes supérieures, lentes comme des continents dérivants. Ce n'est pas de toi, dit enfin Vélor. Kaelis fronça les sourcils. Quoi, ce souvenir, il a été planté en toi pour que tu le trouves. Et pour que tu me l'apportes. Kaelis sentit un frisson froid lui parcourir la nuque. Tu dis que, oui, le magistrat s'approcha, sa haute silhouette projetant une ombre sur lui. Il y a quelqu'un d'autre comme toi, Kaelis. Et cette personne joue avec vous deux. Il aurait dû se sentir menacé ou piégé. Mais à la place, quelque chose se déplaça dans son esprit. Une vieille blessure qu'il avait oubliée se remit à saigner. Vélor posa une main sur son épaule. Rentre dans le giron, Kaelis. Je peux te protéger de ce qui arrive. Mais pas si tu restes en dehors. Kaelis recula d'un pas. Dans ses yeux, la lumière de la ville reflétait déjà comme un incendie. Le vent s'engouffrait dans les ruelles basses avec un sifflement continu, comme si la ville respirait par ses cicatrices. Kaelis descendait, étage après étage, pont après pont, jusqu'à ce que la lumière dorée des hauteurs disparaisse derrière lui. Ici, l'air était lourd, saturé d'une humidité presque vivante. La brume n'était plus un voile, c'était une matière, un tissu qui se collait à la peau et volait les contours des choses. Il n'y avait pas de gardes officiels dans le quartier 0. Ce n'était pas nécessaire. La peur et l'instinct tenaient lieu de frontière. Les murs portaient d'étranges inscriptions, cercles incomplets, lignes brisées, symboles que Kaelis reconnaissait à moitié. Certains venaient des archives, d'autres de vieilles langues oubliées. À mesure qu'il avançait, il croisait des regards qui se détournaient aussitôt, des visages marqués de cicatrices fines sur les tempes, là où autrefois se trouvaient les implants mémoire. Les dériveurs. On racontait que les dériveurs s'étaient arrachés eux-mêmes leurs implants, non pas par rébellion politique, mais pour retrouver une forme de vérité brute, non filtrée. Leur monde était plus flou, plus instable, mais il leur appartenait. Au détour d'un passage voûté, il aperçut une silhouette qui l'attendait. Grande, fine, capuche basse, mains croisées dans le dos. Kaelis Draven. La voix était douce, mais portait un accent ancien, un vestige d'une époque avant les implants. Qui me demande? La silhouette leva la tête. Une femme, cheveux très courts, yeux gris presque translucides. On m'appelle Virel, je parle pour ceux qui ne veulent plus se souvenir comme on nous l'ordonne. Elle approcha, et Kaelis remarqua sur sa gorge un tatouage du cercle fracturé, mais d'un style qu'il n'avait jamais vu. Les fragments semblaient en mouvement, comme s'ils flottaient. Tu portes notre signe, mais pas comme nous. Tu viens chercher quoi, ici? Des réponses. Alors il faudra d'abord que tu perdes quelque chose. Avant qu'il ne puisse répondre, Virel fit un signe à deux silhouettes dans l'ombre. Elles s'avancèrent, tenant un petit coffret noir. Quand elles l'ouvrirent, Kaelis sentit une vague de chaleur lui traverser le crâne. Ce n'était pas une arme physique, c'était une onde. Une vibration qui ne cherchait pas à blesser, mais à effacer. En un instant, il comprit. Pour entrer dans le territoire profond des dériveurs, il faudrait abandonner un souvenir. Volontairement, et cette fois, ce ne serait pas un souvenir arraché par son pouvoir, ce serait un trou qu'il choisirait lui-même de creuser. Virel le regarda avec un sourire qui ne contenait aucune pitié. Dis-moi, Kaelis, lequel veux-tu perdre? Kaelis resta immobile, les yeux fixés sur la lumière tremblotante qui s'échappait du coffret noir. La chaleur qu'il ressentait n'était pas celle du feu, mais celle d'un trou qui s'ouvrait doucement dans sa tête, attendant d'être rempli ou vidé. « Dépêche-toi » murmura Virel. Ici, l'hésitation attire l'attention. Il savait ce que signifiait cette phrase. Le quartier 0 n'était pas un refuge sûr, c'était une zone mouvante, et les effaceurs pouvaient y envoyer leurs agents déguisés. Plus il restait, plus il risquait de se faire repérer.
son esprit passa en revue ses souvenirs, comme on feuillette un livre qu'on ne veut pas brûler. L'odeur du papier ancien dans les archives. La première fois qu'il avait tenu un cylindre mémoire entre ses mains. Le jour où Vélor avait posé une main lourde sur son épaule pour lui dire « Tu as le don, mais pas encore la conviction ». Et puis, un visage, flou, presque effacé par le temps. Un rire bref, nerveux, dans une ruelle en pleine pluie. Quelqu'un qui l'appelait par un prénom qu'il ne se souvenait pas avoir jamais porté. Il comprit immédiatement, ce souvenir-là ne venait pas de lui. Ou plutôt, pas de l'homme qu'il était devenu. Kaelis leva les yeux vers Virel. « Je veux perdre, ça ». Elle ne demanda pas de précision. Les dériveurs ne posaient jamais de questions sur ce que l'on abandonnait. Elle prit le coffret, en approcha le bord de sa tempe, et appuya. La chaleur devint brûlure. Il eut l'impression que sa tête se fendait en deux, mais sans douleur physique, plutôt une tension insupportable, comme si son esprit résistait et suppliait en même temps. Puis, silence. Le trou était là, et avec lui, un vertige. Quand il rouvrit les yeux, Virel observait son visage, attentive. « Ça y est, tu es prêt à entrer ». Elle lui fit signe de la suivre. Ils traversèrent un enchevêtrement de ruelles si étroites que le manteau de Kaelis frottait contre les deux murs à la fois. La brume se fit plus épaisse, jusqu'à ce que même leurs pas disparaissent dans un blanc mouvant. Puis, soudain, l'espace s'ouvrit. Le cœur du quartier zéro n'était pas une place, ni un bâtiment. C'était un vide, un cratère ancien, entouré de structures tordues qui semblaient avoir fondu avant de se figer. Au centre, un manoir planté dans la terre, duquel pendait un cercle fracturé en métal, oscillant dans le vent invisible. Kaelis sentit ses pensées se brouiller, comme si l'air lui-même cherchait à réécrire ce qu'il voyait. Virel parla à voix basse, « Tout ce qui a été effacé vient ici. Les souvenirs, les mensonges, les vérités interdites. Et celui que tu cherches, il vit quelque part dans cette masse. » Kaelis voulut répondre, mais un frisson lui traversa la colonne vertébrale. Au sommet du cratère, une silhouette les observait, immobile, le visage masqué par l'ombre. Et, même à cette distance, il vit l'impossible. Dans son dos, le même cercle fracturé que lui. Parfaitement identique, jusqu'à la cicatrice du métal. Alors, il s'avança, lentement, chaque pas semblant déclencher un craquement nouveau dans le vieux parquet, comme si la maison respirait avec lui. Le drap, d'un blanc jauni, tremblait à peine sous un souffle invisible. Il tendit la main, hésita, et ses doigts effleurèrent le tissu rêche. Une odeur monta aussitôt, mélange de poussière ancienne et de métal oxydé. Ses doigts se refermèrent, tirèrent d'un geste sec. Sous le drap, il y avait, pas un corps, pas une statue, mais un assemblage étrange. Une chaise usée, sur laquelle reposait un masque de métal fissuré, relié par des câbles à un cadre circulaire. Au centre du masque, là où devraient se trouver les yeux, deux éclats de verre reflétaient la lumière comme s'ils venaient de cligner. Et dans ce reflet, il eut la certitude de voir son propre visage. Mais plus vieux, marqué, presque méconnaissable. Le masque cliqueta. Un son sec, métallique, résonna dans la pièce comme une mâchoire qui s'articule. Puis, très lentement, les éclats de verre qui tenaient lieu-dieu se teintèrent d'un rouge sombre, presque organique. Il recula d'un pas, mais un crépitement parcourut les câbles, comme si quelque chose circulait à l'intérieur, pas de l'électricité, mais un frisson. La chaise vibra imperceptiblement. L'air lui-même sembla se densifier autour de lui, plus lourd, plus épais. Puis une voix, non, pas une voix, un murmure directement dans son crâne, derrière ses pensées. Elle ne prononça pas son nom, elle prononça ce qu'il deviendrait. Ses genoux cédèrent, une image éclata dans son esprit. Lui, assis sur cette chaise, le masque rivé à son visage, les câbles plantés dans sa chair. Et derrière ses yeux, une autre conscience. Il comprit alors que l'objet ne voulait pas qu'il l'observe. Il voulait qu'il s'assoie. Il recula encore, mais le plancher protesta sous son poids, grinçant comme si chaque latte tentait de le retenir. Le masque ne bougeait pas, et pourtant, il avait la sensation d'être observé de l'intérieur, sondé jusque dans les recoins les plus reculés de son esprit. Un parfum de terre humide se mêla à celui de la poussière, et il lui sembla entendre, au-delà des murs, un battement profond, lent. Comme le cœur d'un animal endormi. Ses mains tremblaient, il se dit qu'il fallait partir, tourner les talons, oublier cet endroit. Mais chaque fois qu'il faisait un pas vers la sortie, son regard revenait vers la chaise. Vers le masque, vers les éclats rouges, désormais pulsants, qui battaient en rythme avec ce cœur invisible. Il inspira profondément, son corps hésitait, mais dans ses pensées, quelque chose avait déjà décidé pour lui. Il s'avança, posa ses doigts sur les accoudoirs glacés, sentit une morsure froide courir le long de ses bras. Et lorsqu'il s'assit, les câbles se mirent à ramper sur lui comme des serpents métalliques. Les câbles s'enroulèrent autour de ses poignets, de sa nuque, de sa poitrine, avec la précision d'une main invisible. Chaque contact envoyait une décharge, pas une douleur, mais une brûlure glacée qui pénétrait directement dans ses muscles. Il voulut crier, mais ses mâchoires se contractèrent d'elles-mêmes, comme si la volonté d'ouvrir la bouche n'était déjà plus la sienne. Le masque se souleva lentement, dans un mouvement presque cérémoniel, flottant jusqu'à son visage.
Lorsqu'il effleura sa peau, il comprit que l'intérieur n'était pas lisse. Il était tapissé de fines excroissances, comme des racines vivantes, prêtes à s'enfoncer. Elles le firent. D'un seul coup, la douleur fut si absolue qu'elle effaça la pièce, le temps, son nom. Dans cet instant suspendu, il n'était plus qu'une silhouette figée, respirant au rythme d'un autre cœur. Et au plus profond de son crâne, là où personne ne peut s'entendre penser, une deuxième respiration commença. La première chose qu'il perçut ne fut pas une image, mais un silence. Un silence démesuré, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Puis, lentement, la vision vint. Il ne voyait pas la salle où il se trouvait, mais un couloir infini, aux murs suintants, percé d'arches formées d'os gigantesques. Chaque pas résonnait d'un écho creux, mais ce n'était pas lui qui marchait. Il sentait le poids d'un corps étranger, massif, dont les muscles roulaient sous une peau noire et lisse. Les yeux qui voyaient à travers lui ne clignaient pas. Il scrutait, cherchait, comme un prédateur qui suit une odeur invisible. Et il comprit que l'odeur, c'était lui. Au début, ce n'était qu'un murmure, une note sourde, semblable au souffle du vent qui s'infiltre dans une fissure. Puis les phrases se formèrent. Elles ne venaient pas de lui, mais elles utilisaient sa voix intérieure, comme si quelqu'un s'était assis dans le fauteuil de son esprit et avait commencé à parler à sa place. Avance. Il sentit ses jambes bouger. Pas un pas hésitant, mais une marche assurée, presque cérémonielle. Chaque geste semblait écrit d'avance, réglé par une logique qu'il ne connaissait pas. Il tenta de se concentrer sur un souvenir précis, un repas, une odeur familière, mais l'image se dissout aussitôt. À sa place, surgit une vision de chairs entrelacées, de murs qui se contractaient comme un cœur et de silhouettes agenouillées, le visage levé, la bouche grande ouverte. Comme pour recevoir quelque chose. Et dans ce flot d'images, une certitude s'imposa. Il n'existait plus vraiment de séparation entre lui et elle. Les pensées qui naissaient pouvaient aussi bien être les siennes que celles de l'entité. Le doute n'avait plus de sens, il était devenu le doute. Le couloir s'ouvrit enfin. Devant lui, une nef immense, saturée d'un rouge presque liquide, s'étendait comme le ventre d'une bête. Les piliers n'étaient pas sculptés, ils pulsaient. Chaque battement soulevait imperceptiblement le sol, comme si toute la structure respirait sous ses pieds. Au centre, suspendu par d'innombrables veines translucides, se trouvait ce qu'aucun mot humain ne pouvait vraiment contenir, un cœur. Pas un organe de chair et de sang, mais une masse vivante, mi-minérale, mi-organique, dont les parois luisantes laissaient deviner un feu interne. Chaque pulsation projetait dans la nef un souffle chaud, chargé d'une odeur métallique et douceâtre, qui emplissait les poumons comme un narcotique. Autour, ils étaient là, les silhouettes agenouillées aperçues dans ces visions. Leurs visages n'étaient plus vraiment des visages, mais des masques figés, fondus dans la peau, tournés vers le cœur comme des fleurs vers la lumière. Aucun son ne sortait de leurs lèvres, mais leur gorge vibrait à l'unisson, produisant ce murmure grave qu'il avait entendu dès l'entrée. Et soudain, le cœur se contracta plus fort. Une veine s'étendit vers lui, lente et souple comme une racine qui cherche le sol. La veine toucha sa peau. Ce ne fut pas une simple pression, mais une pénétration imperceptible, comme si sa chair s'était ouverte pour l'accueillir sans résistance. Une chaleur lente, insidieuse, remonta le long de son bras, chaque pulsation résonnant dans ses os comme une note sourde. Sa vision se troubla, non pas à cause de la douleur, mais de l'invasion d'images. Il vit des visages, des milliers, fondus les uns dans les autres. Des enfants aux yeux vides, des vieillards sans âge, des soldats figés dans des postures de prière brisées. Tous reliés par les mêmes filaments, tous aspirés par la même lumière rouge, tous vidés de ce qui faisait d'eux des êtres séparés. Puis vint la voix, elle ne sortait pas du cœur. Elle venait de lui, une voix ancienne, multiple, faite d'harmoniques étrangères au langage. Elle ne parlait pas, elle imposait. Chaque mot était une loi, chaque phrase une gravure dans la moelle. Plus grand que, nous étions avant. Nous serons après, tu es la dernière fracture dans le cercle. Tu vas nous refermer. Il comprit alors que l'étreinte du cœur n'était pas une capture. C'était un scellement, et, tandis que ses jambes cédaient, il sentit que ce n'était plus son sang qui circulait en lui, mais celui de la cathédrale. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la première sensation fut l'absence. L'absence de poids, l'absence de souffle, l'absence de lui-même. Ses mains, ou ce qui tenait lieu de main, n'étaient pas les siennes. Les doigts étaient plus longs, articulés différemment, comme conçus pour saisir des formes que ses souvenirs refusaient de nommer. Sa peau n'en était plus une. Elle avait l'éclat mat d'une pierre polie par les marées, et lorsqu'il bougeait, elle bruissait comme si des fibres vivantes glissaient en dessous. Il tenta de se redresser, mais un mouvement vint de l'extérieur, un ordre qui n'était pas le sien. Son corps répondit avec une précision mécanique, implacable, comme si la volonté d'un autre se propageait le long de ses muscles et dictait chaque geste. Le sol sous lui était un miroir noir, sans reflet. Et au-dessus, il n'y avait ni ciel, ni plafond,
mais une masse de veines luminescentes qui pulsait en rythme avec son cœur, ou plutôt avec le cœur de la cathédrale. Autour de lui, ils étaient là, d'autres porteurs. Leurs silhouettes se tenaient immobiles, mais ils sentaient leur attention sur lui, une attention sans regard, sans visage, sans âme. Plus grand que « marche ». L'ordre tomba dans son esprit comme une enclume. Il se mit à avancer, les pas parfaitement mesurés, vers l'ombre ouverte au bout de la salle. Et, à chaque pas, un souvenir humain quittait sa mémoire pour être remplacé par une vision rougeâtre, ancienne, infiniment plus vaste que ce qu'un esprit pouvait contenir. Il comprit alors que ce corps n'était pas le sien, mais qu'il n'avait plus aucun autre endroit où exister. Le couloir s'ouvrit comme une plaie. Des parois organiques, humides, frémissaient au contact de l'air. Chaque pulsation de la matière envoyait un souffle chaud contre son visage, comme si le bâtiment tout entier respirait autour de lui. Les porteurs qui l'avaient précédé s'étaient déjà effacés dans les ombres. Il restait seul, et pourtant, il ne l'était pas. La présence était là, lovée dans son crâne, étendant ses racines dans ses pensées. Plus grand que « tu seras mes yeux là où la lumière ne pénètre pas ». La voix n'était pas entendue. Elle se déposait directement dans ses nerfs, faisait vibrer sa moelle épinière comme un instrument accordé. Un frisson secoua ses épaules, non pas de peur, mais de compréhension. Il voyait, à travers des visions brèves, la silhouette titanesque d'une chose qui dormait depuis des époques oubliées, enterrée au cœur de la cathédrale vivante. Plus grand que, il y a un nœud, un cœur étranger, tu l'arracheras. À mesure que les mots se gravaient dans son esprit, des formes apparurent sur les parois. Elles n'étaient pas peintes, elles étaient gravées dans la chair même du lieu, représentant des créatures aux membres disproportionnés, aux visages effacés. Toutes semblaient tendre leurs mains vers un unique point, au centre, une sphère palpitante, traversée de filaments noirs. Le couloir se resserra autour de lui, et il dut s'y glisser comme dans la gorge d'un colosse. À chaque pas, il sentait la mission s'enraciner davantage dans son corps, comme si ses os se modifiaient pour s'y préparer. Quand il déboucha enfin dans la salle suivante, l'air y était plus lourd. Saturé d'un parfum métallique, presque sucré. Quelque chose bougeait dans l'ombre. La salle se dévoila par fragments, à mesure que ses yeux s'accoutumaient à la pénombre. Les parois n'étaient plus simplement vivantes. Elles étaient tapissées de masses ovoïdes, translucides, reliées entre elles par des veines noires. Chacune palpitait au rythme d'un cœur lointain, comme si elle recevait une impulsion unique, partagée. Un bruit surgit, bas et profond. Un souffle. Il tourna la tête. Là, dans le recoin le plus obscur, quelque chose se détachait lentement du mur. Une silhouette humanoïde, mais déformée, comme si son squelette avait été tordu à plusieurs reprises. Ses articulations craquaient en silence, ses membres s'étiraient de manière anormale, et là où aurait dû se trouver un visage, il n'y avait qu'une surface lisse, vibrante, reflétant faiblement la lumière. Plus grand que le nœud, murmura la présence dans son crâne. Couple de moi. La créature sembla percevoir la voix. Sa tête se pencha légèrement de côté, comme pour écouter. Puis elle avança, lentement, ses pieds nus s'enfonçant dans la chair molle du sol. Un instant, il eut l'impression qu'elle n'attaquerait pas. Mais lorsqu'il fit un pas vers elle, tout changea. Ses membres s'ouvrirent comme les branches d'un insecte, révélant des os tranchants à l'intérieur, et elle se projeta sur lui avec une vitesse impossible. Elle surgit sur lui comme un projectile organique, ses membres désarticulés fouettant l'air dans un claquement sec. Il n'eut pas le temps de reculer. La créature l'atteignit, l'entaillant à l'épaule d'un éclat d'os aussi affûté qu'une lame. La douleur fut immédiate, brûlante, mais ce n'était rien comparé à ce qu'il ressentit l'instant d'après. Sous sa peau, autour de la blessure, une sensation rampante. Comme si des filaments vivants tentaient de s'ancrer dans sa chair. Il comprit, la chose cherchait à l'absorber, à l'intégrer au réseau de masses ovoïdes qu'il avait vu. Il bascula sur le côté, évitant de justesse un second coup qui aurait ouvert sa gorge. La créature hurla, ou plutôt, elle émit un son qui n'était ni animal ni humain, une vibration grave qui résonna directement dans son crâne. Les parois répondirent. Elles frémirent toutes à l'unisson, et les masses translucides accélérèrent leurs pulsations, comme des cœurs en alerte. Alors, la voix intérieure se fit plus pressante. Le nœud est derrière elle. Brise-le, et elle cessera. Il entrevit, derrière la silhouette convulsée, un amas plus sombre au mur. Pas un simple organe. Un entrelac de racines nerveuses, épaisses, parcourues d'éclairs lumineux, comme si des pensées y circulaient. Et au centre, une cavité rougeoyante, battant au même rythme que tout ce qui vivait ici. Il comprit enfin, le nœud n'était pas qu'un organe. C'était un point d'ancrage, la source du lien entre cette entité endormie et toutes les créatures qui en dépendaient. Il resserra sa prise sur le morceau de métal qu'il avait ramassé plus tôt, une tige arrachée à une rambarde, tordue mais encore solide. La créature bondit de nouveau, et il plongea sur le côté, sentant l'air vibrer lorsque les lames d'os fendirent l'espace qu'il occupait une seconde plus tôt. Il n'avait pas le luxe d'un combat prolongé. Chaque battement de ses murs semblait aspirer un peu plus d'air, comme si la salle entière respirait à l'unisson et qu'il en faisait partie malgré lui. Ses poumons brûlaient, sa vision se contractait, la chose le bloquait, se déplaçant avec une agilité inhumaine, comme si ses articulations ne connaissaient pas de limite.
Ses yeux, s'ils pouvaient être appelés ainsi, étaient de simples taches noires dans un masque de chair luisante, et pourtant il sentait leur attention peser sur lui, froide et méthodique. Il feinta une retraite, reculant vers une paroi, forçant la créature à charger dans un espace plus étroit. Elle frappa, il bloqua maladroitement, le choc lui engourdissant le bras, puis pivota en laissant glisser la lame d'os contre le métal, créant une ouverture. Il bondit vers le nœud. La masse palpitante se contracta à son approche, comme consciente de son intention. Les filaments nerveux vibrèrent et, aussitôt, d'autres formes se mirent à ramper depuis les ombres de la pièce. Il comprit qu'il n'aurait qu'une seule tentative avant que tout ne se referme sur lui. Il se jeta en avant, ignorant la douleur qui vrillait son bras et les hurlements muets des silhouettes qui s'agglutinaient derrière lui. La tige de métal s'abattit avec toute la force qu'il pouvait rassembler, transperçant la chair translucide du nœud. Un craquement sourd retentit, suivi d'une onde qui parcourut la salle entière. Les parois se contractèrent violemment, comme frappées de convulsions. La créature à visage lisse s'arrêta net dans son élan. Ses membres tremblèrent, ses os craquèrent sous la pression invisible, puis elle s'effondra, secouée par une agonie muette. Sous sa main, le nœud se déchirait. Des veines noires se rétractaient, brûlées de l'intérieur par une lumière qu'il n'avait jamais vue. C'était comme si une énergie enfouie depuis des siècles cherchait à s'échapper, s'arrachant de ses attaches. Alors qu'il retirait la tige, la masse explosa en une pluie de fragments visqueux. Mais ce qui jaillit n'était pas seulement organique. Un souffle ancien envahit la pièce, glacé, oppressant, chargé de voix qui ne parlaient pas une langue humaine. Plus grand que, tu as ouvert la cage. Et tu n'as aucune idée de ce qui va sortir. Son cœur battait à rompre. La salle entière vibrait désormais, non plus comme un corps blessé, mais comme quelque chose qui se réveillait. D'abord, ce fut un silence absolu. Un silence qui écrasait, lourd comme une mer de plomb. Puis, des fissures parcoururent la paroi vivante derrière le nœud brisé, se dilatant comme une plaie. De l'obscurité jaillit une lueur blafarde, oscillante, presque liquide. Elle n'éclairait pas, elle avalait les contours, redessinant la salle en forme distordue. Le sol se mit à vibrer sous ses pieds, comme si 1000 cœurs battaient en synchronie. Une silhouette commença à émerger. Non pas une créature au sens classique, mais un amalgame de formes en perpétuelle mutation. Membres qui se tordaient, visages ébauchés puis effacés, une colonne vertébrale gigantesque se dressant dans un craquement d'os. Il comprit qu'il n'assistait pas à une naissance, mais à un réveil. Les voix reprirent, se chevauchant dans un murmure démentiel. Plus grand que, nous étions les fondations. Nous étions la cathédrale, et toi, tu nous as ramenés au souffle. Il recula, mais ses jambes obéissaient mal. Tout son être hurlait qu'il n'était qu'un intrus, une anomalie fragile face à cette entité qui ne relevait ni de la vie ni de la mort. Un œil énorme, unique, se forma au centre de la masse. Il s'ouvrit lentement, le fixant sans ciller. Dans ce regard, il n'y avait ni colère, ni compassion, seulement une reconnaissance froide, comme celle d'un maître retrouvant un serviteur qui avait oublié son rôle. Le silence s'installa dans son crâne, mais ce n'était pas un silence vide. C'était une attente lourde qui écrasait chacune de ses pensées. Il revit les jeux d'enfants, les courses insouciantes dans les champs, des mots murmurés au crépuscule. On restera toujours ensemble. Puis l'image se fissura, remplacée par les yeux brûlants des fidèles, par les veines palpitantes de la cathédrale qui battaient au rythme du cœur. Deux forces l'arrachaient. La fidélité à un passé fragile, humain, presque oublié, l'appel implacable de l'entité, qui voulait transformer ce souvenir en simple variable à effacer. Son souffle se fit court. Il comprit qu'en réalité, il ne choisissait pas seulement entre ramener ou détruire cet homme. Il choisissait entre conserver une part de lui-même, ou se livrer tout entier à la cathédrale. Un frisson glacé remonta son échine, car il savait, quelle que soit la voie, le prix serait définitif. Il baissa la tête, comme si le poids de la cathédrale s'était abattu directement sur sa nuque. Chaque battement du cœur résonnait dans sa poitrine, brouillant ses pensées, écrasant ses doutes. Puis, lentement, une clarté se fit en lui. Pas une clarté paisible, mais une lumière froide, sans retour. Il posa la main contre les parois organiques, sentant les pulsations de l'entité traverser sa peau. Et d'une voix basse mais ferme, il prononça « S'il refuse le cœur, alors il n'est déjà plus mon frère. » La cathédrale vibra, comme si elle avait attendu ces mots. Les murs se contractèrent légèrement. Une onde parcourut les piliers vivants, et une certitude s'imprima dans sa chair. Le choix était acté. Il n'avait plus qu'à préparer la confrontation. Et au fond de lui, une part silencieuse s'effondra, celle qui croyait encore à l'enfance. La cathédrale s'assombrit, comme si elle voulait absorber toute lumière étrangère. Un bourdonnement sourd se mit à résonner dans ses galeries, semblable au chant d'une ruche infinie. Les fidèles s'agenouillèrent en silence, le front collé aux dalles charnelles. Du plafond,
Des filaments translucides descendirent, s'enroulant autour de ses bras et de son torse. Ils pénétrèrent sa peau sans douleur, comme si son corps avait toujours attendu cette greffe. Son souffle se brisa un instant. Puis, au lieu de sa propre respiration, il entendit celle du cœur. Un rythme plus vaste, plus ancien, qui coulait désormais en lui. Sa chair se couvrit de nervures sombres, ses yeux se teintèrent d'un éclat écarlate. La cathédrale façonnait son envoyé. Elle ne lui offrait pas seulement une mission, elle lui offrait une nouvelle identité. Désormais, il n'était plus seulement un homme portant un souvenir d'enfance. Il était le porteur du cœur, celui qui devait purifier les résistances, même si cette résistance portait le visage de son frère. La nuit était lourde, saturée d'un silence menaçant. Au loin, la lisière de la forêt vibrait comme une mer noire. Il avançait, guidé par le battement du cœur logé dans sa chair, chaque pas semblant résonner comme un glas. Son frère l'attendait, il le savait, non pas par intuition, mais parce que la cathédrale le lui montrait, comme si des fils invisibles les reliaient encore, malgré la rupture. Quand il apparut enfin, debout au milieu d'une clairière, la lune jetait sur lui une lumière blafarde. Ses traits étaient tirés, ses yeux durs, mais il restait cet éclat d'humanité, celui qu'il venait détruire. Un silence se déploya entre eux, dense, presque matériel. Puis son frère murmura « Tu n'as plus ton visage, mais je reconnais encore tes yeux. Dis-moi, est-ce toi qu'ils ont pris, ou est-ce toi qui les as choisis ?» Le porteur du cœur serra les poings, les pulsations dans sa poitrine grondèrent, appelant à la fusion, à l'éradication du doute. Mais une fissure traversa son esprit, et si la vraie épreuve n'était pas de le vaincre, mais de décider s'il méritait de l'épargner? La clairière se figea, comme si le monde retenait son souffle. Chaque feuille, chaque brin d'herbe semblait suspendu à ce duel qui n'avait pas encore commencé. Le porteur du cœur fit un pas en avant. La pulsation dans sa poitrine résonna, amplifiée par la cathédrale lointaine, et les filaments sous sa peau s'animèrent comme des serpents noirs. Son frère dégaina une lame grossière, forgée à la hâte, mais dont l'acier brillait d'une volonté farouche. Le premier choc fut brutal. Le métal heurta la chair renforcée par le cœur, et l'impact fit jaillir une onde sourde qui vibra jusque dans le sol. Son frère recula d'un bond, mais ses yeux ne fléchirent pas. « Je ne combattrai pas le monstre qu'ils ont fait de toi, » dit-il d'une voix ferme. « Alors tu perdras, » répondit le porteur, sa voix déjà déformée par l'écho de l'entité. Le duel éclata. Chaque mouvement du frère était rapide, précis mais limité par la fragilité humaine. Chaque attaque du porteur, en revanche, était lourde, implacable, portée par la force d'un organisme qui n'était plus le sien. Et pourtant, à chaque coup esquivé, à chaque regard croisé, une brèche s'ouvrait. Le souvenir d'une enfance partagée, d'une loyauté ancienne, forçait l'entité à lutter non pas contre son frère, mais contre l'homme qu'il avait été. La clairière devint le théâtre d'un affrontement double, la violence des corps et la guerre intérieure de l'âme. Le souffle de la forêt s'était éteint. Il ne restait que le battement sourd du cœur et le cliquetis métallique de la lame du frère. Ils tournaient l'un autour de l'autre, haletants mais inégaux. Chaque attaque du frère se brisait contre la masse noire qui enveloppait son cadet. Chaque défense du porteur tremblait sous le poids d'un souvenir qui refusait de mourir. Alors, l'entité décida. Une ultime pulsation secoua son hôte, faisant jaillir de sa poitrine une vrille organique, dure et luisante comme l'os. Elle fusa rapide, visant le cœur du frère. Mais lui, au lieu d'esquiver, fit un pas en avant. Il leva sa lame avec une lenteur presque solennelle et la plongea, droit dans la poitrine de son cadet. Le choc fut double. La vrille transperça son flanc. La lame transperça la chair possédée. Un silence écrasant suivit. Le frère s'effondra à genoux, la bouche emplie de sang. Mais ses yeux restaient fixés sur ceux du porteur. Et dans ce regard, il n'y avait ni peur ni haine. Seulement une promesse. Je ne t'abandonnerai pas, même si tu n'es plus toi. Le porteur chancela. Son corps, encore debout, tremblait sous les spasmes de l'entité qui refusait de céder. Mais dans cette faille, un souvenir s'immisça. Un rire d'enfant, un jeu dans la boue, un serment partagé. Et soudain, la pulsation du cœur perdit son rythme parfait. Elle battit de travers, comme une créature blessée. Le souffle se brisa. Une fissure se creusa dans la symphonie du cœur, comme si l'entité elle-même avait vacillé. Le porteur chancela, serrant encore la lame plantée en lui, mais cette douleur n'était pas que celle de la chair. C'était un écho, un rappel de ce qu'il avait été. Son frère, agenouillé, peinait à respirer. Le sang s'écoulait lentement, mais son regard restait ancré, dur et lumineux, comme s'il tenait encore l'âme du cadet entre ses mains invisibles. Alors, deux forces s'affrontèrent en silence. La première, organique et tentaculaire, rugissait pour imposer sa domination. Elle promettait puissance, éternité, la fin de la faiblesse et des regrets. La seconde, fragile mais persistante, était faite de souvenirs,
d'enfance et de promesses jamais effacées. Le corps du porteur tremblait. Ses veines s'illuminaient par éclats noirs, tandis qu'une chaleur douce tentait de réchauffer ses entrailles glacées. Un instant, son visage se dédoubla. D'un côté, les traits déformés d'une créature étrangère, de l'autre, le regard pur et humain qu'il avait perdu depuis longtemps. Puis il poussa un cri. Ce n'était pas celui d'un homme ni celui d'un monstre, mais un mélange des deux. Un déchirement qui fit trembler la forêt pétrifiée autour d'eux. La lumière et l'ombre jaillirent de son corps en tourbillons contraires. Le choix était en marche. Le tumulte cessa aussi brutalement qu'il avait commencé. Un silence pesant tomba, seulement rompu par les battements sourds du cœur endormi dans les profondeurs. Le porteur à genoux haletait. Sa main tremblait encore sur la lame enfoncée dans sa chair, mais il n'acheva pas le geste. Au lieu de s'abandonner au métal, il referma ses doigts sur le manche et arracha l'arme de son propre corps. Le sang coula, mais il ne s'effondra pas. Dans ses yeux, quelque chose avait changé. L'éclat dévorant de l'entité s'était adouci, comme contenu par une barrière invisible. Le frère, encore au sol, comprit. Ce n'était ni une victoire complète, ni une reddition. C'était une fusion imparfaite. Un équilibre précaire où l'homme et la bête cohabitaient dans une même enveloppe. Un pas, puis un autre. Le porteur s'approcha de son frère, encore conscient malgré la blessure. Il posa une main sur son épaule, et l'entité frémit à ce contact. Non pas de rage, mais d'acceptation. Le lien entre eux deux, brisé depuis des années, se retissait dans la douleur. Alors, une voix s'éleva dans son esprit. Ce n'était plus seulement celle de l'entité, profonde et sépulcrale, mais une résonance nouvelle, née de cette coexistence fragile. Tu n'es plus seul, mais chaque souffle sera une lutte. Le porteur le savait, il n'avait ni vaincu ni capitulé. Il avait choisi la voie la plus périlleuse, être à la fois l'hôte et le geôlier de l'ombre. Et tandis que les cendres de la forêt s'élevaient en volutes noires autour d'eux, il se redressa, le regard tourné vers l'horizon. Un autre chapitre commençait. La page suivante s'ouvre sur un paysage dévasté. La forêt n'existait plus. Des troncs calcinés dressaient, leurs carcasses sombres comme des prières mortes. Le sol fumait encore, craquant sous chaque pas. Le frère blessé avançait difficilement, soutenu par l'autre, dont la démarche portait déjà l'empreinte de l'entité. Lourde, mesurée, presque inhumaine. À mesure qu'ils quittaient la clairière, l'air changeait, le ciel s'assombrissait. Non plus à cause des flammes, mais d'un voile organique suspendu au-dessus d'eux. Des lianes noires pendaient, vivantes, comme si la cathédrale de chair avait étendu ses racines hors de son antre. Ce n'était pas la forêt qui s'était consumée, c'était le monde qui commençait à se transformer sous l'influence de l'entité éveillée à moitié. Le porteur sentit une pulsation dans sa poitrine. À chaque battement, une onde se propageait, synchronisée avec le cœur enfoui. Son frère la ressentait aussi. Il plissa les yeux, serrant les dents. « Tu crois l'avoir enchaînée? Mais c'est toi qu'elle façonne, » murmura-t-il, la voix cassée. Le porteur ne répondit pas. Ses doigts effleurèrent la cicatrice encore sanglante sur son flanc. La douleur ne s'effaçait pas. Elle s'était muée en une brûlure constante, comme si le métal arraché continuait de vivre en lui. Il comprit alors que cette blessure n'était pas une fin. C'était un saut. Devant eux, au loin, la silhouette de la cathédrale se dressait, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été. Ses murs semblaient respirer, et des chœurs étouffés s'en échappaient. Comme des psaumes murmurés par des milliers de voix, un choix s'imposait. Entrer dans l'antre pour achever ce qu'il avait commencé, ou tourner le dos, et laisser le monde s'imprégner lentement de cette corruption organique. Mais déjà il savait qu'aucune fuite n'était possible. Chaque pas, chaque souffle, chaque battement de son cœur le ramenait vers elle. La porte de la cathédrale n'était pas une porte. C'était une fissure béante dans une paroi de chair, qui se contractait comme une bouche, s'ouvrant et se refermant au rythme d'une respiration colossale. Lorsqu'ils s'en approchèrent, une haleine chaude, saturée de fer et d'encens organique, les enveloppa. Le frère blessé trembla. Ses lèvres blanchirent. Ses yeux vacillèrent d'un éclat de terreur ou de révélation. « Elle nous attendait », murmura-t-il, presque absent. Le porteur posa sa main contre la paroi vivante. La chair céda aussitôt, comme si elle reconnaissait son empreinte. Le passage s'ouvrit dans un bruit humide, et l'obscurité les engloutit. À l'intérieur, le silence était total. Pas un silence vide, mais un silence saturé, gonflé de milliers de voix qui ne parlaient pas encore. Les murs palpitaient, parcourus de veines lumineuses qui pulsaient en cadence avec son propre cœur. Chaque battement résonnait dans la nef comme un tambour solennel. Ils avancèrent jusqu'au centre. Là, un autel vivant se dressait, une excroissance de chair,
sculptés de visages figés dans des expressions d'extase et d'agonie. Au-dessus, suspendu dans l'air, battait le cœur de l'entité, énorme. Translucide, parcouru d'éclairs écarlates, le frère blessé tomba à genoux. Il se mit à réciter des mots qu'aucun des deux n'avait jamais appris, une litanie étrangère, gutturale, comme si la cathédrale parlait à travers lui. Le porteur serra les poings. Il comprit. Son frère était déjà à demi absorbé. Un prêtre involontaire, une bouche pour l'entité. Le cœur battit plus fort. Et dans la vibration, une vision éclata dans son esprit. Un monde remodelé, où les villes devenaient des cathédrales vivantes, où les hommes n'étaient plus que des hôtes. Un monde où il n'existait plus de distinction entre chair et pierre, entre prière et supplice. La cathédrale attendait son choix. Sacrifier son frère pour sceller le cœur une dernière fois, ou céder et laisser le monde renaître sous la forme de l'entité. Le porteur se tint face à l'autel. Chaque fibre de son être vibrait au rythme du cœur. Les visages figés dans la chair semblaient l'observer, implorants, accusants et pourtant silencieux. Le frère gémissait, les yeux grands ouverts, encore conscient, encore humain. Sa voix tremblait. « Ne fais pas ça. Tu n'es pas elle. » Un rire sourd, collectif et unique s'éleva des murs. C'était l'entité, résonnant à travers chaque veine, chaque fissure. Le monde peut s'étendre, mais il ne peut vivre sans moi. Choisis ton frère. Ou ton devoir. Le porteur inspira. Chaque battement du cœur en lui cognait plus fort, cherchant à submerger son humanité. Et pourtant, dans cette marée de chair et de sang, il sentit quelque chose qu'aucune pulsation ne pouvait étouffer. La mémoire de leur enfance, la fidélité silencieuse d'un lien brisé mais vivant. Alors il fit un pas qui résonna dans la nef, un pas qui n'était ni totalement humain, ni totalement de l'entité. Il posa ses mains sur celles de son frère. Et dans un souffle qui tremblait mais tenait bon, il murmura « Nous ne serons jamais les vôtres. Nous resterons nous-mêmes. » Le cœur hurla, la cathédrale trembla, des veines se brisèrent, des visages s'effondrèrent, mais la pulsation ne s'éteignit pas. Elle se retira, laissant derrière elle un silence brûlant, et deux frères debout, liés mais libres. Le monde dehors n'avait pas changé. Mais eux, oui, ils étaient encore humains, porteurs de cicatrices, mais leur lien n'avait survécu à l'ombre. Le silence de la cathédrale retomba, mais ce n'était pas un repos. C'était une respiration retenue, comme si le monde lui-même attendait de voir ce qui allait naître de cette rébellion. À l'extérieur, la forêt brûlée commençait à se régénérer, lentement. Les troncs calcinés se gonflèrent de sève. Les racines se creusaient dans le sol noirci, et une brume fine ondulait sur les clairières. Le monde semblait avoir retenu son souffle, suspendu entre destruction et renaissance. Les frères marchaient côte à côte. Le plus jeune, encore marqué par la chair du cœur, sentait les filaments sombres se rétracter lentement, laissant derrière eux des cicatrices et des souvenirs gravés dans sa peau. Son aîné, guidé par la douleur et la peur, comprenait que cette épreuve avait fait d'eux des êtres à part. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Des villes au loin, des forêts plus épaisses, des montagnes plus abruptes. Tout semblait murmurer le passage de l'entité, même dans son retrait. Le monde avait été touché, et il porterait désormais la mémoire de la cathédrale. Les frères savaient que la liberté qu'ils avaient conquise était fragile. Chaque pas vers l'avenir était un défi contre l'ombre qui persistait en eux, un rappel que la lutte n'était jamais terminée. Pourtant, ils avaient choisi la voie de l'humanité, avec ses douleurs, ses souvenirs et sa lumière vacillante. Le ciel s'éclaircit légèrement, laissant filtrer des rayons blafards. Et pour la première fois depuis longtemps, le plus jeune sentit quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Non pas un espoir naïf, mais la force tranquille de ceux qui ont affronté l'ombre et décidé de marcher malgré tout. Alors qu'ils s'éloignaient de la clairière, un frisson parcourut la terre. La cathédrale, bien que silencieuse, avait laissé derrière elle des traces, des filaments résiduels, minuscules, presque invisibles, qui pulsaient encore dans le sol et l'air. Ces traces se tordaient, se ramifiant comme des racines souterraines, et formaient peu à peu des motifs qui défiaient toute logique naturelle. Le plus jeune les observa, frissonnant. « Ce n'est pas fini. Quelque chose reste. » Le frère aîné hocha la tête, le regard grave. La cathédrale a laissé des fragments d'elle-même. Des fragments qui peuvent renaître, se recomposer, se transformer. Et peut-être choisir un autre hôte. À mesure qu'ils avançaient, le monde autour d'eux semblait subtilement changer. Les villes plus froides, les arbres légèrement animés, le vent portant des chuchotements imperceptibles. Chaque être vivant, chaque souffle, portait la mémoire d'un battement que personne d'autre ne percevait. Ils comprirent que leur liberté était relative. La cathédrale n'était pas partie. Elle avait seulement pris un recul stratégique, observant, attendant le moment où le monde pourrait à nouveau lui offrir un corps, un hôte, une incarnation.
Le mystère était posé. La corruption organique n'était pas terminée. Elle dormait seulement, prête à renaître. Et dans ce silence lourd, les deux frères marchèrent vers l'inconnu, conscients que le véritable défi venait de commencer. Protéger un monde qui portait déjà les cicatrices de l'entité. Les semaines suivantes furent étrangement silencieuses. À première vue, le monde semblait reprendre son cours. Les villages se reconstruisaient, les rivières reflétaient à nouveau le ciel, et les marchés bruissaient de vies humaines. Mais sous cette surface, quelque chose se mouvait, lentement, imperceptiblement. Les filaments résiduels de la cathédrale organique avaient trouvé refuge dans le sol, dans les arbres, et même dans certaines constructions humaines. Ils s'immisçaient dans les villes comme un virus, s'accrochant aux pierres, aux murs, aux os des animaux. Et parfois, la nuit, des habitants se réveillaient avec des cauchemars précis, étranges visions d'un monde de chair palpitante et de murmures indistincts. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils ressentaient une pulsation étrangère en eux, une vibration qui les attirait vers des lieux précis, là où les fragments de la cathédrale avaient laissé une trace. Les frères le savaient. Ils sentaient eux-mêmes ces résidus, comme des picotements sous la peau, une résonance familière mais distordue. Et ils comprirent que ce n'était plus une question de force, brute. La menace était psychologique, diffuse, insidieuse, et capable de remodeler le monde sans jamais montrer sa véritable forme. Le plus jeune murmura « Chaque être qui ressent cette pulsation devient un potentiel hôte, et plus il s'ignore, plus elle grandit. » Le frère aîné serra les poings. « Alors notre lutte n'est pas finie. Même si nous avons survécu à la cathédrale, le monde entier est désormais un champ de bataille. » Dans le vent nocturne, une lueur rougeâtre scintilla au loin. Un fragment, petit mais vivant, recommençait déjà à s'organiser. Et les deux frères comprirent que ce n'était que le début d'un cycle plus vaste, une guerre lente entre l'humanité et les résidus, d'une entité qui ne meurt jamais vraiment. Ils partirent à l'aube, leurs pas lourds mais décidés. La terre portait encore les cicatrices de la grande bataille, et chaque fissure semblait murmurer un souvenir de chair. Les frères savaient qu'ils devaient agir vite. Plus longtemps les fragments restaient libres. Plus ils gagnaient en autonomie, tissant leur réseau souterrain comme des racines corrompues. Leur première destination fut un hameau isolé, niché au creux des collines. La rumeur disait que les habitants y rêvaient tous la même chose, une nef immense faite de chair battante, où un cœur colossal battait dans l'obscurité. Lorsque les deux frères arrivèrent, ils sentirent aussitôt l'air chargé d'une vibration étrange, presque musicale. Les maisons elles-mêmes semblaient respirer, comme si le bois se souvenait d'avoir été vivant. À la nuit tombée, ils virent le phénomène de leurs propres yeux. Sous la place centrale, le sol se souleva doucement, et un réseau de filaments translucides s'étira comme les nerfs d'une créature géante. Les habitants, en transe, sortirent de chez eux et s'agenouillèrent, le regard vide, attiré par l'appel souterrain. Le plus jeune frère, horrifié, lança un regard à son aîné. Ils ne sont plus seulement contaminés, ils sont liés. S'ils meurent, le fragment grandit. L'aîné répondit d'une voix grave. Alors il nous faudra choisir, sauver ces âmes ou les condamner pour contenir ce mal. Le dilemme se dressait devant eux, plus terrible que toute bataille physique. Ce n'était plus seulement une guerre contre une entité étrangère, mais contre l'humanité elle-même, lentement métamorphosée par ce qu'elle abritait désormais. L'aîné s'avança vers la place, son ombre se déformant à mesure que les pulsations souterraines s'intensifiaient. Il observa les villageois agenouillés, leur corps tremblant, leurs lèvres murmurant une litanie incompréhensible. Chacun d'eux n'était plus qu'un canal, une excroissance consciente de l'entité endormie. Il posa sa main sur l'épaule de son cadet. « Écoute, ce n'est pas leur voix, c'est celle qui parle à travers eux. Si nous laissons cette racine pousser, elle deviendra un tronc. Et le tronc, une cathédrale vivante. » Le plus jeune, déchiré, serra son arme, hésitant. « Alors quoi? On massacre des innocents? Ils ne sont déjà plus innocents. Ce sont des vaisseaux. Leur chair est une prison qui ne leur appartient plus. » Un silence s'imposa, plus lourd que les mots. Puis, d'un geste sec, l'aîné planta son épée dans le sol, là où les filaments vibraient le plus fort. Un cri atroce jaillit, mi-humain, mi-organique, déchirant la nuit. Les habitants se mirent à convulser, leurs veines gonflées de lumière rougeâtre. Le plus jeune détourna le regard, mais pas ses mains. Il se joignit à son frère. Leurs coups furent rapides, précis, implacables. Chaque villageois tombait, et à chaque chute, les filaments se tordaient, brûlaient, se rétractaient. Quand le dernier corps s'effondra, le sol cessa de battre. Le silence revint, mais un silence mortuaire, épais, collant. Le plus jeune, le souffle court, lâcha son arme tachée. « On est en train de devenir pire que ce qu'on combat. » L'aîné implacable répondit « Non, nous sommes les seuls à accepter de porter la souillure, pour que le reste du monde respire encore. C'est ça notre fardeau.
Et dans ses yeux brûlait déjà la certitude que d'autres villages attendaient et que leurs mains n'en seraient jamais lavées.